Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Sylvie Simon qui vient de publier un roman initiatique La mémoire de l'au-delà paru aux éditions Alphée. Sylvie Simon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors Sylvie Simon, ce roman il est basé sur des faits réels ou c'est une pure fiction ? Ah non, c'est une pure fiction, mais comme dans tous les romans, il y a quand même certains éléments qui sont des éléments réels. Tous les auteurs qui écrivent, tous les romanciers en tout cas, observent ce qui se passe autour d'eux et le remettent après sur du papier. Mais il est évident que c'est entièrement inventé. Cependant, il y a quand même certains propos écologiques qui sont tout à fait d'actualité, qui sont presque un essai à ce point de vue-là. Et il y a surtout une histoire très romanesque sur la réincarnation. Alors cette histoire se passe en Bretagne. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots, simplement planter le décor, et nous dire qui sont Aurélie et Amélie ? Oui, alors, ça c'est l'histoire d'une femme qui est un écrivain qui s'appelle Aurélie. Et un jour, elle découvre dans le grenier d'une maison qu'elle a achetée. Vous savez, elle a un coup de foudre comme on en a parfois pour un lieu. Et elle se dit, mon Dieu, j'adore cette maison comme j'aurais aimé l'acheter, mais la maison n'est pas à vendre. Et quelques années après, au cours de diverses circonstances dans sa vie, elle achète cette maison. Et un jour, elle va vider le grenier qui n'a jamais été vidé depuis 200 ans. Et elle trouve dans le grenier un journal intime et des lettres d'amour. Et elle ne peut pas s'empêcher de les lire parce que il y a une curiosité, puis elle se dit c'est pas de l'indiscrétion puisque tous les gens qui ont écrit ces lettres sont morts. Et elle lit ça et elle reconnaît et elle trouve que c'est un sujet de roman fabuleux. Alors elle va donc écrire l'histoire de cette femme qu'elle a découverte, qui a vécu dans la maison où elle était apparemment 200 ans avant. Et elle va effectivement peu à peu aimer cette femme. Elle est très intéressée par ce journal qui est très bien écrit, et comme elle avait l'intention depuis longtemps d'écrire un nouveau roman, c'est une femme qui s'était un peu arrêtée d'écrire pour des problèmes qu'elle a eu dans sa vie, et comme elle s'est arrêtée d'écrire, elle a l'idée d'écrire un nouveau roman, et elle va commencer à s'impliquer dans ce roman, et au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, elle va plus ou moins se superposer à son héroïne et à se mettre à la place de son héroïne. Alors, je ne dévoilerai évidemment pas la fin parce qu'il y a beaucoup de choses dans le roman. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire à l'avance et c'est amusant de les découvrir. Beaucoup de gens qui l'ont déjà lu m'ont dit ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a un suspense qui rebondit tout le temps. Alors, je pense que ça c'est important, mais en même temps, le roman donne beaucoup d'indications sur les traditions, j'ai choisi beaucoup la Bretagne parce que c'est un pays où la tradition demeure extrêmement vivace, où les gens croient en l'au-delà d'une façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus sûre que les Parisiens par exemple, qui sont des rationalistes. Et donc c'était un bon sujet pour planter un bon endroit pour planter mon roman, d'autant qu'il y a les alignements de Karnak avec ce que ça représente aussi comme mythologie, etc. Alors on est plongé en plein cœur de la Bretagne justement, pays des contes et des légendes, de la culture celte. Voilà. Alors vous avez fait des recherches, je suppose, précises pour l'écriture de ce roman. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup étudié la réincarnation, j'ai lu énormément de textes là-dessus, puis chaque fois que je vois un auteur moderne ou ancien qui parle de réincarnation, il est évident que je le lis immédiatement et que j'ai retenu toutes ces choses-là. J'ai beaucoup lu aussi non seulement des philosophes, mais Jung, et Jung a parlé beaucoup de la réincarnation dans tous ses ouvrages. Donc je me suis beaucoup référé à ça, parce que c'est quand même un roman initiatique, il faut le dire. Alors, on est intéressé par les personnages du livre, mais il est évident qu'en même temps, on apprend des choses, et pas d'une façon didactique, parce que si j'avais écrit un essai sur la réincarnation, c'est un peu ardu, un peu embêtant, il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas. Tandis que quand c'est dit comme ça, à travers des personnages, et c'est vécu à travers les personnages, c'est beaucoup plus facile de faire passer un message. Alors, vous parlez également du secret des menhirs, qui serait lié à la survie de l'âme, je crois, dans le monde de l'au-delà. Oui, on a toujours dit que on ne sait pas du tout pourquoi et comment ça a été construit. Enfin, on ne sait pas exactement quelle est leur réelle importance et leur réelle vocation. Mais effectivement, de toute façon, c'est lié au passage dans une autre vie, sur un autre plan de conscience.
Donc, automatiquement, les menhirs avaient un rapport avec cette histoire qui est aussi sur la réincarnation dans la vie dans l'au-delà et puis la vie où on revient sur Terre, etc., etc. Donc, moi, je me suis beaucoup mieux amusée à l'écrire. Bon, il y a effectivement des choses. Vous savez, tout le monde a vécu un jour, tout le monde s'est trouvé devant une maison en disant c'est bizarre, oh là là, j'ai l'impression que je connais cet endroit, ou devant un monument. Des impressions d'avoir déjà vécu. Dans un pays, je connais des quantités de gens qui m'ont toujours dit oh là là, moi j'ai l'impression d'avoir vécu en Espagne, j'ai l'impression d'avoir vécu en Irlande, j'ai l'impression d'avoir vécu, moi-même j'ai toujours eu l'impression d'avoir vécu dans des pays celtes, ça c'est certain. Bon, c'est pas toujours, vous savez, alors justement, la plupart des romans sur la réincarnation se passent en Égypte. Et moi ça m'a toujours rendu folle. Chaque fois que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu des rigolos là-dedans et j'essaie de faire la part des choses, qui vous disent ah, nous nous sommes connus dans une autre vie. J'ai dit évidemment en Égypte. Ah oui, comment l'avez-vous deviné? Je pense que c'est d'actualité. Bien sûr. Je pense que j'étais forcément un personnage important, évidemment. Et j'ai toujours dit, moi je voudrais être une femme de ménage, comme me disent un jour que j'étais en Chine ou en Turquie, femme de ménage ou épicière. Bon, et ça jamais. Donc là, moi j'essayais au contraire de prendre des personnages classiques, des personnages habituels qui n'étaient pas des rois, des empereurs ou je ne sais quoi, et de les faire revivre. Et toute l'histoire, il y a deux histoires qui se superposent tout le long du livre, entre l'héroïne du roman qui est cette femme écrivain, et la jeune femme qui a vécu 200 ans avant dans la maison avec ses états d'âme. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, l'écrivain se rend compte que quand elle écrit, elle va au-delà et au-devant de l'écriture du journal de cette femme. Et peu à peu, elle va se rendre compte, avec des événements qu'elle n'attendait pas, qu'elle ne s'est pas trompée. Chaque fois qu'elle dit « je vais imaginer qu'elle a fait ceci », et peu à peu, elle trouve dans la vie la preuve que son héroïne a fait telle et telle chose. Et évidemment, jusqu'à la fin, on se demande ce que ça veut dire. Alors, je ne le dévoilerai pas, parce bien sûr. Il faut que le lecteur ait Gardez le suspense. La plupart des gens m'ont dit je le lis comme un roman policier. Alors la Bretagne, c'est aussi le pays des dolmens. Vous dites que les dolmens seraient des tombes de grandes familles. Oui, non, je dis qu'on pense que c'était des tombes, comment dirais-je, de collectivité, pas forcément de grandes familles. Ah d'accord. De gens qui vivaient ensemble. Mais vous savez, moi j'ai lu 36 livres là-dessus et personne n'est d'accord. Tout ça, ce sont des spéculations. Des hypothèses. Des hypothèses, mais ce sont des hypothèses séduisantes. Et c'est vrai que la Bretagne est un pays avec des quantités de mythes, de légendes. Et là-bas, on ne vous dit pas, c'est une légende. Ouais. Les Bretons vous disent, oui, mais la légende et la réalité, où est la frontière? On parle justement de la forêt de Brocéliande. On sait très bien qu'il se passe beaucoup de choses qu'on n'a pas élucidées. Effectivement, et énormément. Donc moi je trouve que c'est un pays de mystère et du reste moi j'aime beaucoup les Bretons parce que ce sont des gens qui ne sont pas des rationalistes bêtes et bornés comme on dit, mes amis qui les appellent les RBB, mais au contraire des gens qui sont très ouverts, mais vous rencontrez des gens de toutes sortes. C'est pour ça que moi j'ai tenu à quand même faire savoir aux lecteurs qu'il y a des quantités de personnages hors du commun qui non seulement ont cru, comme on dit, à la réincarnation, mais qui en ont fait même une façon de vivre qu'ils l'ont utilisée comme philosophie. Ça c'est amusant parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Moi j'ai fait des grosses enquêtes pour savoir qui avait écrit là-dessus. Il y en a des quantités. Alors aujourd'hui on parle beaucoup d'univers parallèles, d'espace-temps, de monde multidimensionnel. Vous en parlez d'ailleurs à la page 145 de votre livre. Vous savez mieux que moi. Bon. Vous pourriez nous donner justement quelques informations sur ces mondes multidimensionnels. On reçoit beaucoup de mails ici à la radio et les auditeurs sont friands justement d'informations sur ce sujet. Ah oui, alors là, on arrive dans la science extrêmement pointue, parce que vous savez que maintenant, il y a des gens qui vous disent que l'univers a tant de dimensions. Vous savez qu'on a parlé de la 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension. Il y a des dimensions infinies, il y a des physiciens qui ont parlé de cordes, enfin, etc., etc. Donc, c'est intéressant, mais c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un peu ardu pour le grand public. Oui. Alors que quand on parle juste de l'au-delà, qui est juste de l'autre côté, presque à portée de nous, et quand on a des manifestations venant de l'au-delà, c'est extrêmement intéressant pour les gens, ça leur fait pas peur. Tandis que quand on leur parle de quantité d'univers multidimensionnels, très, très, très loin de notre forme de pensée, c'est beaucoup plus difficile pour eux de suivre l'histoire. Et à la page 209, vous parlez du karma. Ah ben évidemment, du moment qu'on parle d'astrologie, de réincarnation, on est obligé de parler du karma. On pourrait dire quelques mots justement sur le karma. Alors, c'est un peu ce que je fais ressortir. Alors, vous savez, le karma, il ne faut pas non plus se dire toujours que c'est une punition pour les actes qu'on a faits, etc., etc. Le karma, pour les hindous, c'est un chemin de vie.
Donc c'est pas l'autorité, c'est pas un Dieu méchant qui va nous punir de tout ce qu'on a fait. Mais il est évident, vous savez, c'est l'histoire du boomerang. Vous lancez une énergie, vous lancez une pensée, vous lancez un instrument, c'est la même chose, il vous revient. Donc, d'après, si vous voulez, la théorie du karma explique beaucoup d'inégalités dans le monde. Ça explique pourquoi il y a des gens qui réussissent tout et d'autres qui ratent tout. Il y a des gens qui sont vraiment dans des destinées épouvantables, mais il ne faut pas non plus croire que tous les gens qui ont une destinée extrêmement dramatique sont des méchants qui ont fait des exactions dans d'autres vies. Il y en a beaucoup qui se sacrifient au contraire pour le bien de l'humanité. Donc, on ne peut pas, nous, humains, porter des jugements là-dessus, mais il est évident que, ça c'est connu, il y a eu des quantités de gens qui se souviennent de vies passées. Alors, évidemment, on peut leur dire on n'y croit pas, mais il est évident que ces gens donnent des preuves. Quand ils vous disent, je sais que derrière cet endroit-là, il y a une maison comme ceci et comme cela, je me le rappelle, ce ne sont pas des menteurs, ce ne sont pas des faiseurs. Du reste, ça m'a beaucoup plu de donner la liste de tous les gens qui se sont intéressés à la réincarnation, parce qu'on se rend compte qu'il y avait de très très grands penseurs qui faisaient ça. On pourrait aussi citer Stevenson, qui fait d'excellentes recherches. Qui ça, pardon ? Le professeur Stevenson. Ah oui, alors justement, moi je l'ai rencontré, c'est un homme passionnant, et c'est pareil, c'est un chercheur de haut niveau, il ne s'est pas amusé à raconter n'importe quoi, il est allé sur le terrain, il a expérimenté les enfants qui avaient vécu il y a beaucoup d'enfants, parce que il est évident qu'en France, il y a un petit enfant, moi j'en ai connu comme ça, qui vous disent, autrefois je faisais ceci. Alors moi je dis, mais quand autrefois ? Autrefois quand j'étais grand. C'est très curieux, il y a beaucoup d'enfants qui vous disent, quand j'étais grand, alors moi je dis, mais quand tu n'as jamais été grand puisque tu es tout petit. Oui, mais autrefois j'étais grand. J'étais grand quand j'habitais pas la France, ou j'habitais pas ici, tu n'étais pas ma maman, tu n'étais pas mon papa, etc., etc. Il y a beaucoup d'enfants qui se rappellent ça, et puis alors, quand arrive l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans, et souvent c'est même avant, ils perdent la mémoire de ces choses-là. Alors évidemment en France, on leur dit tout de suite, écoute, ne raconte pas de balivernes, tu nous ennuies. Et Stevenson, puis après, il a beaucoup étudié aussi en Europe, après, parce qu'il a vu que c'était important, mais il a beaucoup étudié des enfants qui vivaient en Inde, par exemple, parce que comme en Inde, la réincarnation est une chose qui est passée qui est complètement admise par tout le monde, on ne fait pas taire ces enfants. Quand les enfants disent, je me souviens de telle chose, au contraire, on lui pose des questions, on lui dit, qu'est-ce que tu faisais ? Alors là, il y a évidemment, j'en parle un peu dans le livre, il y a l'histoire des Tulku, vous savez, qui sont des enfants qui sont destinés à avoir des fonctions spirituelles importantes. Et c'est la même chose, ils reconnaissent leur bol, ils reconnaissent l'endroit où ils étaient, alors que ce sont des tout petits enfants. On leur présente, par exemple, pour trouver les nouveaux lamas, on va dans des maisons, il y a des lamas qui se promènent avec des objets qui ont appartenu au dernier lama, et on envoie des enfants de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, suivant les cas, qui prennent l'objet en disant celui-là est à moi et pas les autres. Donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. Il y a même des personnes qui sont revenues avec des marques sur le corps. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui sont revenus avec des marques sur le corps. Et vous savez qu'il existe des pays, justement, il y a chez les Igbos par exemple, les enfants meurent beaucoup d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Et ces enfants meurent très jeunes. Or, il est dans les croyances du pays de penser que les esprits qui prennent les enfants ne les prennent pas quand les enfants sont mutilés. Ils ne veulent que des enfants en bon état pour les rejoindre. Donc, on mutile l'enfant à la naissance pour être sûr que l'enfant ne sera pas pris par l'esprit. Alors, par exemple, chez les Igbos, on enlève la phalange, la première phalange du petit doigt. Bon, et on a remarqué, et j'en ai parlé avec un scientifique de haut niveau qui s'appelle Stuart Edelstein, qui a écrit un livre là-dessus. Il est à Genève à l'époque où je l'ai rencontré, je crois qu'il est toujours, c'est un Américain, et il a étudié donc ces enfants, il s'est rendu compte que dans ces pays-là, il naît un pourcentage d'enfants avec une phalange d'un doigt qui manque en quantité vraiment anormale. Et c'est curieux parce que c'est cette croyance. Alors, on coupe les droits des enfants et c'est un peu comme s'ils renaissaient avec le même problème. Et dans une tribu qui est à côté des Igbos, je ne sais plus comment il s'appelle, on fait la même chose, on enlève une partie du lobe de l'oreille. Et il naît dans ce pays aussi une quantité d'enfants anormales, c'est-à-dire pas classiques, d'enfants qui naissent avec un lobe de l'oreille qui manque. Ah oui. Alors, c'est pas une preuve, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui, il y avait une histoire aussi de fusil. Je crois qu'une personne était morte d'un coup de fusil et on a retrouvé sur la personne qui est née les cicatrices. Il y a beaucoup d'histoires de cicatrices. Voilà. Elles jouent un rôle important. Moi, je leur ai consacré 1 ou 2 pages dans mon livre.
avec le héros qui a une cicatrice à un endroit. Enfin, je vous dis, je ne veux pas dévoiler, mais effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, à la lumière de tout ce qu'on a pu lire, effectivement, toutes ces coïncidences qui ont jalonné la vie de quantité de gens, on peut penser qu'effectivement, ce ne sont pas des preuves. Évidemment, on ne peut pas parler de preuves, mais ce sont des sujets d'études qui sont importants. On n'en est pas loin des preuves quand même. Hein. On n'en est pas loin, exactement. Du reste, vous savez, quand on voit la liste de tous des scientifiques, parce que non seulement vous avez beaucoup d'artistes, les artistes sont quand même très proches et très ouverts. Ils ont une ouverture sur l'au-delà très supérieure à celle de l'homme d'affaires ou du banquier. Hein. Quoique je connais certains banquiers qui sont très intéressés par ces choses-là. Oui. Mais il y a aussi donc les écrivains, les musiciens ont été extrêmement intéressés par la réincarnation. Mais il y a aussi eu des hommes politiques, des gens comme ça qui étaient très intéressants. Et je crois que le professeur Stevenson a retenu 30 cas qui ne peuvent pas être mis en cause parmi les milliers qu'il a étudiés. Ça, c'était les premiers, mais depuis, il en a étudié bien d'autres qui ne peuvent pas être mis en cause. Oui. Il a écrit d'autres livres après. Il a même écrit un livre sur uniquement les enfants qui se souviennent. Très intéressant. Oui, c'est absolument passionnant. Mais peu de gens, et ça je le dis dans le livre, mais de nouveau, c'est écrit sous forme d'histoire et c'est pas du tout didactique, c'est pas comme un cours. Est-ce que les gens savent que Léon Tolstoï, par exemple, disait que notre vie n'était qu'une seule vie parmi des milliers? Bien sûr. Kant disait que les âmes ne se réincarnent pas seulement sur la Terre, mais voyagent aussi de planète en planète. Nietzsche était aussi très passionné par la réincarnation. Schiller, Voltaire, disait qu'il n'était pas plus surprenant d'être né 2 fois qu'une fois. Spinoza, Woodworth, Walter Scott, William Blake, des quantités de gens. Et alors on vous dit, oui, mais tous ces gens-là, ce sont des écrivains. Alors effectivement, il y a aussi Shelley, Balzac, Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, tout le monde ne le sait pas ça. Alan Poe, Walt Whitman, Charles Dickens, Kierkegaard, Herman Melville, enfin je ne peux pas tous les citer. Oui, la liste est impressionnante. Dostoïevski, Tolstoï, vous voyez, ce ne sont pas des fumistes. Quand on vous dit oui, mais ce sont des bonnes femmes qui n'ont rien à faire pour penser de réincarnation, ce sont des gens intéressants. Qui sait que Gauguin, par exemple, pensait à la réincarnation ainsi que Kandinsky, Mondrian, Sibelius, Gustave Mahler. Et alors on vous dit oui, mais c'était quand même pas des hommes d'affaires, ce ne sont pas des gens sérieux. Et alors on apprend aussi que Thomas Edison, que Thomas Huxley, qui a été un homme de grande science, John Wheeler, un astronome, Stromberg, et puis alors des économistes comme Dupont de Nemours, le ministre anglais Lloyd George, Charles Lindbergh. Est-ce que les gens savent que Charles Lindbergh croyait à la réincarnation? Sûrement pas. Et il y a eu le maréchal anglais Lord Dodin, qui était un grand ami de Churchill. Il y a le général Patton, mais ça, Patton, on le sait davantage. Oui, c'est vrai, oui. Et Frédéric le Grand, Elisabeth d'Autriche, vous voyez, dans toutes sortes de milieux, on trouve des gens pour qui la réincarnation était une chose absolument évidente. Évidente. Gustave Flaubert, par exemple. Gustave Flaubert disait, quand je mourrai, mes actes suivront, c'est du moins ce que j'imagine. J'emporterai ce que j'ai fait, mais en attendant, il s'agit que je n'arrive pas à la fin de ma vie les mains vides. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, cette espèce de réincarnation se produit à partir on se réincarne avec les mêmes problèmes que ceux qu'on a laissés si on ne les a pas résolus dans la vie précédente. On est trop enfermés sur nous-mêmes et on ne voit pas grand-chose finalement. Évidemment, et c'est amusant de penser que Jung, par exemple, a vraiment beaucoup écrit sur la réincarnation. Tout le monde ne lit pas Jung, mais vous savez que c'est quelque chose, c'est fabuleux. Lire Jung, c'est un vrai roman policier quand on lit sa vie, pour beaucoup de choses. Et puis alors, il y a des poètes qui ont écrit sur toutes ces choses-là d'une façon fabuleuse. Des philosophes comme Schopenhauer. Donc, et seulement si vous écrivez un livre en disant Schopenhauer a cru la réincarnation, ça va embêter les gens. Tandis que quand vous le passez dans la conversation entre 2 héros, ou davantage, parce qu'il y a 2 couples dans l'histoire qui n'arrêtent pas de se superposer. Eh bien, Sylvie Simon, on va conseiller aux auditeurs de Fréquence Évasion de lire votre livre. Vous allez rappeler les coordonnées, justement? Alors, le livre est publié aux éditions Alphée. C'est dirigé par Jean-Paul Bertrand, l'ancien directeur du Rocher. Et mon livre s'appelle La mémoire de l'au-delà. C'est donc un roman initiatique qui il n'est pas très important. Il a 257 pages quand même. C'est un livre sérieux. Et voilà. Sylvie Simon, merci. À bientôt sur Fréquence Évasion. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Fréquence Évasion.